7 ans, Élise Moncler avait déjà sa propre façon de remplir le silence. Ce jour-là, elle fredonnait doucement, une mélodie sans parole, en alignant des pommes de pin sur le rebord gelé de la fenêtre. Dehors, la forêt boréale dormait sous un manteau blanc, épais, impénétrable. Le vieux chalet de ses grands-parents trônait là, perdu au nord-est de l'Alaska, isolé, loin du monde. À ses pieds, Blaise, son berger allemand, somnolait. Son pelage dense et charbonné captait les reflets oranges des flammes qui dansaient dans l'âtre. Puis, la tempête frappa. Pas une tempête ordinaire, pas seulement des bourrasques et du givre. Cette nuit-là, elle s'accompagna de 4 hommes, des étrangers, des visages creux, des regards vides et des armes chargées. Les grands-parents d'Élise étaient encore en ville, à des heures de route, et la fillette, seule, se retrouva face à ce qui allait franchir cette porte. 3 mois plus tard, dans le village de Frost Hollow, personne ne parlait plus fort qu'un murmure en évoquant cette nuit. Certains disaient que c'était un miracle. D'autres murmuraient que c'était autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus sauvage, de plus profond que la raison. Et puis, un jour, le garde forestier Augustin Leclerc retrouva un objet, un petit carnet en cuir, celui d'Élise. Enfoui sous la neige fondue, à quelques pas du chalet, il l'ouvrit et lut les derniers mots, écrits d'une main enfantine, tremblante, une simple phrase, une phrase décrivant ce que Blaise avait fait cette nuit-là. Et en la lisant, son sang se glaça. Laisse un like et partage tes impressions en commentaire, ainsi que la ville d'où tu nous regardes. Maintenant, poursuivons l'histoire. Les terres entourant le chalet des Moncler s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. Un désert glacé d'arbres immenses, de reliefs escarpés, où la moindre trace humaine semblait engloutie. En hiver, lorsque la neige recouvrait le paysage d'un manteau blanc étouffant, l'isolement était total. Le voisin le plus proche vivait à 8 kilomètres, et le village de Frost Hollow n'était accessible qu'après 1 heure de route. Les bons jours. Mais pour Robert et Madeleine Moncler, cet isolement n'était pas une contrainte. C'était un sanctuaire, un lieu où ils avaient choisi de reconstruire une vie autour de leur petite fille orpheline, loin du vacarme et des souvenirs douloureux. Élise n'avait plus adressé la parole à aucun humain depuis le jour, 2 ans auparavant, où 2 policiers étaient venus frapper à la porte de leur maison de banlieue. L'annonce de l'accident de voiture qui avait emporté ses parents avait tué plus que 2 vies ce jour-là. Elle avait volé la voix d'une enfant rieuse et bavarde. Depuis, elle s'était enfermée dans un mutisme profond. Les médecins avaient parlé de mutisme sélectif, une réponse psychologique au traumatisme. Mais Élise parlait à Blaise, tout le temps. Le berger allemand qui avait miraculeusement survécu au même accident que ses parents était devenu son confident, son frère d'âme. Le seul être auquel elle adressait des phrases entières, chuchotées dans un langage secret qu'il semblait seul comprendre. Robert, ancien commando aux traits burinés, avait déménagé ici peu après le drame. Madeleine, ex-infirmière au regard doux et à la volonté d'acier, avait transformé l'une des pièces en salle de classe improvisée. Ensemble, ils vivaient sobrement mais sans manquer de rien, entre chasse, bois de chauffage et rares expéditions en ville pour se réapprovisionner. Aux yeux des habitants de Frost Hollow, les Moncler étaient simplement discrets. Rien d'étonnant dans une région où chacun valorise son indépendance comme un droit sacré. Ce que personne ne savait, c'est que Blaise n'était pas un chien ordinaire. Il bougeait avec une vigilance constante, un calme tendu, comme un soldat en repos, mais jamais en retrait. Lorsqu'un étranger approchait de la maison, Blaise se plaçait systématiquement entre la personne et Élise, sans agressivité, mais avec une autorité silencieuse. Robert l'observait souvent avec un regard lourd de souvenirs. Ils se comprenaient. Madeleine, elle, secouait la tête avec tendresse chaque fois que le chien réussissait un exploit silencieux d'intelligence ou de force. Ce chien-là, disait-elle, vaut mieux qu'un système d'alarme. Leur vie aurait pu continuer ainsi, rythmée par les saisons, les pages d'un livre d'enfant et le crépitement d'un feu. Jusqu'à ce que Madeleine se mette à tousser. Au début, c'était juste une irritation, un grattement passager qu'on aurait attribué à l'air sec. Mais au bout du 3e jour, sa fièvre montait, sa respiration devenait sifflante, et Robert comprit que ce n'était plus rien d'anodin. « Il faut qu'on te conduise chez le docteur Lambert », dit-il en ajoutant une bûche dans l'âtre. Le ciel était plombé, chargé d'un blanc menaçant. Il nous reste quelques heures avant que la tempête annoncée n'éclate. Madeleine jeta un regard inquiet vers Élise, assise en tailleur sur la peau d'ours,
un livre sur les genoux, lisant à voix haute pour Blaise, qui l'écoutait, museau sur les pattes, l'air attentif. « On ne peut pas l'emmener, murmura-t-elle, pas si je suis contagieuse, et la salle d'attente de la clinique, ce n'est pas un endroit pour elle. » Robert fronça les sourcils, tiraillé. Il n'avait jamais laissé Élise seule, jamais. Mais le médicament dont Madeleine avait besoin se trouvait à plus de 40 kilomètres. « C'est pour quelques heures, » raisonna-t-elle. « Blaise restera avec elle. Tu sais qu'il ne la quittera pas. » Robert s'agenouilla devant Élise. Il attendit qu'elle le regarde dans les yeux. « Mamie et moi devons aller chercher des médicaments. Tu restes ici avec Blaise. Tu verrouilles les portes après notre départ. On rentrera avant la nuit. » Les grands yeux bleus de la fillette s'écarquillèrent. Elle acquiesça en silence, puis reporta son attention sur son livre. Si elle avait peur, elle n'en montra rien. Robert passa en revue chaque pièce. Volets fermés, vitres sécurisées, feu bien nourri, téléphone satellite en évidence sur la table, même s'il savait que la réception serait presque nulle une fois le blizzard installé. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris ?» demanda-t-il alors qu'elle le suivait comme une ombre silencieuse. « Si quelqu'un vient, toi et Blaise, vous filez dans la pièce secrète et vous restez cachés. » Cette pièce était en réalité un placard renforcé, dissimulé derrière les étagères de la réserve, bourré de vivres d'urgence et d'un petit lit de camp. Robert l'avait aménagé dès leur arrivée, sous couvert d'en faire un abri pour tempête. Mais Madeleine avait toujours su que ses réflexes militaires n'étaient jamais bien loin. Juste avant de partir, Robert s'agenouilla devant Blaise. « Garde », ordonna-t-il. Et aussitôt, le chien se raidit. Sa posture changea à peine, mais assez pour que Robert voie la bascule. Il hocha la tête, confiant. Ils partirent sous un ciel menaçant, les premiers flocons tombant alors que le chalet disparaissait dans le rétroviseur. Robert serrait le volant, pressant le vieux pick-up à avancer malgré la neige qui épaississait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la clinique, la tempête était déjà plus violente que ce qu'annonçaient les bulletins météo. Le vent s'engouffrait entre les bâtisses du village, hurlant sa colère, et les rares passants couraient se mettre à l'abri. « Ça devient une vraie bête », grogna le docteur Lambert en auscultant Madeleine. « Vous devriez passer la nuit ici. Personne ne devrait prendre la route dans cet état. » Robert serra les mâchoires. « Notre petite fille est seule, avec Blaise. Elle ira bien pour une nuit, » répondit Madeleine, la voix affaiblie. Mais plus les heures passaient, plus la tempête gagnait en fureur. À la fin de l'après-midi, le shérif Marius Belmont déclara les routes officiellement fermées. Au chalet, Élise observait les flocons heurter la fenêtre, la main enfouie dans la fourrure dense de Blaise. Le vent gémissait autour de la bâtisse comme une créature en peine, et la neige engloutissait peu à peu le monde extérieur. Elle n'avait pas besoin d'une horloge pour savoir que la nuit était tombée bien plus tôt que d'habitude, et que ses grands-parents ne reviendraient pas comme ils l'avaient promis. Blaise, qui jusqu'alors reposait calmement à ses côtés, se redressa d'un bond. Ses oreilles pointées vers l'avant, son corps entier se tendit. Un grondement sourd monta de sa gorge, un avertissement muet. Élise se figea, sa main suspendue dans l'air, là où, une seconde plus tôt, elle caressait le pelage du chien. À travers les hurlements du vent, un autre son s'infiltra. Un moteur, pas celui familier, du vieux pick-up de son grand-père. Non, c'était plus aigu, plus nerveux, un bruit de motoneige, plusieurs même, se rapprochant. Blaise émit un grondement plus profond. Il se posta face à la porte d'entrée, ses muscles bandés, prêts à défendre. Sans un mot, Élise se leva, glissant silencieusement vers la réserve, Blaise à ses talons, aussi fluide qu'une ombre. Derrière elle, un coup lourd retentit contre la porte principale. Un coup trop fort pour être celui d'un visiteur ordinaire. Les doigts d'Élise trouvèrent la petite poignée, camouflée entre deux planches. Elle ouvrit la porte secrète comme Robert lui avait appris, sans bruit. La pièce était exiguë, mais rassurante. Un abri contre l'inconnu. Derrière eux, les coups à la porte devinrent plus insistants, accompagnés de voix d'hommes étouffées par le vent. « Y a quelqu'un ? Nos motoneiges sont tombés en panne. On a besoin d'un téléphone et d'un abri pour la nuit. » Blaise grondait toujours, mais sans un bruit. Élise referma doucement la porte derrière eux, ne laissant qu'une étroite fente pour l'air et l'écoute. Le cœur battant, elle se pressa contre la paroi, le chien posté devant elle en sentinelle. Un craquement sinistre brisa le silence. Le bois de la porte cédait. Les hommes venaient d'entrer. Le sol grinça sous leurs pas lourds. Des éclats de voix, des rires étouffés. « Il y a des dessins d'enfants partout sur le frigo. Il y a forcément quelqu'un ici. Faut trouver le coffre. » lança une voix plus grave, autoritaire. Selon Zarland, il est planqué derrière la cheminée principale.
Élise retint son souffle. Ces hommes savaient ce qu'ils cherchaient. Ce n'étaient pas des voyageurs perdus. Ils connaissaient la maison, ils étaient revenus avec un but. Et ils cherchaient ce que son père avait voulu protéger. Son regard se porta sur le mur du fond de la pièce. Une petite boîte métallique était incrustée dans le béton, partiellement dissimulée derrière des couvertures d'urgence. Un coffre-fort. Elle s'en approcha à pas feutrés. Le verrouillage était électronique, un code qu'elle ne connaissait pas. À côté, une boîte en carton couverte de poussière. Elle l'ouvrit. Des dossiers, des photos. Sur la première, 2 hommes en uniforme militaire debout près d'un hélicoptère, bras autour des épaules. L'un d'eux, c'était son grand-père, plus jeune, mais les mêmes yeux. L'autre, ce visage, ce regard. Élise fronça les sourcils. Ce visage lui disait quelque chose, un éclat de rire brutal la fit sursauter. Ce salon a l'air d'un décor de poupée. Je te parie qu'une gamine vit ici. Concentre-toi, Victor, grogna la voix autoritaire. Le coffre, il doit être ici. Élise sentit ses doigts se crisper autour de la photo. James, son père avait parlé de quelqu'un de ce nom. Pas souvent, mais avec une tension dans la voix qu'elle comprenait mieux. Maintenant, elle fouilla plus loin, une autre photo, puis une autre. Les 2 mêmes hommes dans différents contextes, en uniforme, en civil. Puis, une 3e personne apparaît à leur côté. Son père, souriant, bras autour des 2 hommes. James, Blaise, jusque-là figé, se repositionna, ses oreilles rabattues, son regard vissé vers la porte dissimulée. Élise entendit, elle aussi, des pas se rapprochaient et un cliquetis, un cran de sécurité de pistolet. Cette réserve est étrange, lança une voix. Le mur est plus épais que d'habitude. Élise plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Blaise s'interposa entre elle et la porte. Son attitude changea du tout au tout. De chien protecteur, il devint machine de guerre. Elle avait déjà vu cette posture, une fois, lors d'un entraînement avec Robert. La porte s'ouvrit brusquement, et Blaise jaillit comme une détonation. Un cri étranglé, un bruit de lutte, le coup de feu partit trop haut dans le plafond. Le corps du premier intrus fut projeté à terre sous les 30 kilos de chien furieux. Ses crocs plongés dans son avant-bras. « Putain, il y a un chien !» hurla Victor. Blaise secoua la tête avec force, le sang maculant le sol. Profitant du chaos, Élise se jeta sur le téléphone satellite, rangé au fond du kit d'urgence. Ses mains tremblaient, mais elle se souvenait, 3 pressions rapides, le bouton d'urgence, comme dans les exercices avec Robert. Le signal serait faible, mais c'était tout ce qu'elle avait. Un hurlement fit voler ses pensées. Blaise venait d'être violemment repoussé d'un coup de botte. Un second homme se tenait là, plus grand, plus âgé, et ce visage, celui de la photo. James, ce chien est un militaire, lança-t-il. Un K9 entraîné. Robert, sale vieux malin. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur les étagères. Et là où il y a un chien comme ça, il y a forcément quelque chose à protéger. Élise recula dans l'ombre, le téléphone pressé contre elle. Ses yeux tombèrent sur un carnet de cuir usé, glissé entre 2 chemises. Une écriture familière sur la couverture, celle de son père. Juste à côté, une plaque militaire en métal identique à celle que Blaise portait à son collier. Rien de tout cela n'était un hasard. Blaise, malgré la douleur visible de son flanc, se releva lentement, ses yeux fixés sur James avec une concentration glaciale. Il n'aboya pas, il ne grogna même pas. Il attendait, chaque muscle tendu, prêt à bondir. James recula d'un pas, l'arme levée, mais il ne tira pas. Ce chien ne réagit pas comme un animal ordinaire. C'est une tactique. Son ton se fit méfiant. Reculez, il nous manipule. Blaise bougea à peine, juste assez pour se repositionner entre James et la réserve. Puis, dans un mouvement subtil, il bondit vers la porte arrière du chalet, aboyant soudainement avec force. La diversion fonctionna. 2 des hommes braquèrent aussitôt leurs armes vers l'entrée arrière, persuadés que des secours arrivaient. Mais il n'y avait personne. Blaise revenait déjà vers Élise. Et d'un coup de museau bien placé, il referma la porte du refuge, la verrouillant de l'intérieur. Dans l'obscurité soudain complète, Élise retint son souffle. Après quelques battements de cœur, la lampe d'urgence alimentée par une pile s'alluma, projetant une lumière ambrée qui révélait à nouveau la petite pièce et ses secrets. Dehors, le courant venait d'être coupé. « Disjoncteur localisé. J'ai tué l'électricité », lança un des hommes. James renifla, agacé. Ce lieu était mieux protégé qu'il n'en a l'air. Continuez à chercher. Élise comprit aussitôt le danger. Si la lumière dans cette pièce restait allumée alors que tout le reste était dans le noir, ils allaient finir par remarquer l'anomalie. Et ce serait terminé. Blaise sembla l'avoir compris lui aussi.
Il bondit à nouveau vers l'autre extrémité du chalet, où il fracassa une vitre dans un éclat de verre, aboyant comme si un nouvel assaut venait de commencer. Les hommes paniquèrent, courant vers la source du vacarme. Leur confusion laissa quelques secondes de répit à Élise. Elle fouilla à nouveau dans le kit de survie. Ses doigts heurtèrent un petit sifflet métallique. Elle se souvenait de ce sifflet. Robert l'utilisait pour entraîner Blaise, et dans le journal de son père, elle avait lu quelque chose à ce sujet, un code sonore spécifique qui activait des séquences d'action chez les chiens entraînés selon le protocole ECHO. Sans réfléchir davantage, elle le porta à ses lèvres et souffla une fois, courte et précise. Elle ne pouvait entendre le son, mais Blaise, lui, réagit immédiatement. Son comportement changea. De chien en fuite, il devint chasseur. Les bruits de pas affolés se dispersèrent dans la pièce au-dessus d'elle. On entendit un fracas, une porte qui battait au vent. Une série de cris. « Il est reparti ! Il s'échappe ! Cours après lui !» James grogna. « Il veut nous éloigner du vrai but. » Mais il était trop tard. Dans leur empressement, les hommes s'éparpillèrent dans la tempête. Blaise, fidèle à son entraînement, venait d'acheter du temps à Élise. 50 battements de cœur, c'est ce qu'elle compta, blottie dans l'ombre, avant d'oser entr'ouvrir la porte. Le chalet principal était désert, le vent soufflait fort, poussant des tourbillons de neige à l'intérieur par la porte restée ouverte. Elle se glissa dehors. Le journal dans la poche, le sifflet autour du cou, une seule destination en tête, la remise. Une structure robuste située à une vingtaine de mètres du chalet. Son grand-père y stockait l'équipement de chasse, mais sous le plancher, un petit cellier, creusé il y a bien longtemps avec une trappe cachée sous l'établi. Elle atteignit la porte du hangar après une lutte contre des congères qui lui arrivaient à la taille. La poignée était gelée. Elle força, tira de toutes ses forces et parvint à s'introduire à l'intérieur, le noir complet, mais ses mains savaient où chercher. L'établi, le levier, la trappe. Elle descendit et fut immédiatement frappée par une odeur, animale, forte, pas celle de la poussière ou de la terre. Un mouvement, un bruit de couinement. Elle trouva la petite lanterne à pile sur la marche. L'alluma, son souffle se coupa. Dans un coin, blotti dans une tanière de couvertures et de poils, 3 louveteaux, de minuscules créatures, tout juste sevrées. Leurs grands yeux fixèrent Élise, plein d'alerte mais sans panique. Ils n'avaient pas peur, pas encore. Alors, la vérité se révéla lentement. Blaise. Il disparaissait souvent ces dernières semaines. Il revenait avec cette odeur sauvage, et parfois avec des marques, comme s'il s'était battu. Il ne devenait pas fou, il protégeait. Ces louveteaux, orphelins, abandonnés dans la tempête. Et Blaise les nourrissait, les réchauffait. Un aboiement lointain, suivi d'un nouveau fracas, la ramena brutalement à la réalité. Les hommes avaient compris. Ils revenaient, et ils suivaient ses traces dans la neige. Elle éteignit la lampe et se tassa contre le mur. Les louveteaux recroquevillaient contre elle. Au-dessus, des pas lourds, les traces s'arrêtent ici. Elle doit être dans la remise. Trouvez-la. La porte fut arrachée, le froid envahit la pièce. Les bottes martelèrent le plancher. James, cette fois, menait lui-même la recherche, juste au-dessus de sa tête. Elle ferma les yeux, serra le sifflet dans sa paume, et alors, un hurlement, puissant, sauvage, trop profond pour un chien. Un deuxième lui répondit, puis un troisième. Les pas s'arrêtèrent net. « Des loups » chuchota Derek. « C'est impossible » rétorqua James. « Pas dans une tempête. » Mais ces mots sonnaient faux, même pour lui. Une silhouette massive heurta la porte de la remise. Des griffes raclèrent le bois. Dans l'obscurité, Élise sut. Blaise n'était pas seul. Il était allé chercher de l'aide. La meute arrivait, et dans l'ombre glacée du cellier, Élise Moncler s'apprêta à faire ce que personne n'aurait cru possible. Les griffes raclaient le bois avec une insistance terrifiante, chaque impact faisant trembler le plancher au-dessus de la tête d'Élise. Les hommes, maintenant figés sur place, échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux murmura « Ils sont là, juste dehors !» James, arme au poing, se tenait immobile au centre de la remise. Ses yeux balayaient l'espace, cherchant une trappe, une entrée dissimulée. Il était trop expérimenté pour se laisser distraire par une menace extérieure, même celle d'une meute de loups. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Pas de la peur, pas encore, plutôt cette conscience, soudaine, que quelque chose d'inhabituel, de trop bien orchestré, était à l'œuvre. Dans l'obscurité, Élise serra les louveteaux contre elle, leur chaleur animale l'aidait à rester calme malgré l'effroi qui montait en elle. Ses doigts se refermèrent sur le sifflet, toujours suspendu à son cou.
Elle savait que Blaise avait déclenché un appel que les loups avaient compris. Alors pourquoi pas elle? Elle porte le sifflet à ses lèvres. 2 souffles courts, un long, le code de détresse, silencieux pour l'oreille humaine, mais pas pour celui qui avait été entraîné à l'entendre. Au-dessus, les réactions ne se firent pas attendre. Un fracas, comme si quelque chose d'énorme venait de se heurter contre la façade. Puis un silence de mort. Un silence qui ne dura qu'1 seconde avant que la voix paniquée de Victor n'éclate. « Il est là, le chien !» Un nouveau coup de feu, des cris, des objets renversés. Puis une cavalcade, Blaise venait d'entrer dans la remise. Élise, plaquée contre la terre froide du cellier, n'osait même plus respirer. Un craquement du plancher, juste au-dessus d'elle. James, il ne fuyait pas. Il cherchait toujours. La trappe. Il s'en approchait. Il posa la main dessus. Élise vit une ligne de lumière passer à travers une fissure entre les planches. Puis une ombre. James regardait en bas. Et leurs yeux se croisèrent. Il resta figé. Elles aussi. Toi, souffla-t-il. La fille de Michael. Son bras se tendit vers elle, prêt à attraper. Mais Blaise, surgissant de l'ombre comme un éclair vivant, le percutant à pleine vitesse, le fit chuter en arrière, à moitié dans la trappe. Le chaos reprit de plus belle. James tenta de se redresser, mais le chien le plaqua contre le sol de la cave. Il se débattait, le visage déformé par l'effort. Blaise grognait, les crocs prêts à frapper à nouveau. Dans un coin, les louveteaux piaillaient de terreur. Et puis, un 3e protagoniste entra dans la mêlée. La louve, massive, gracieuse, silencieuse, elle bondit à travers la trappe ouverte, les crocs découverts. C'était leur mère. Victor, à l'étage, cria quelque chose, mais ne descendit pas. Derek non plus. Aucun d'eux n'osait plus intervenir. Blaise et la louve encerclaient James, qui malgré ses réflexes militaires, comprenait qu'il était en infériorité. Pourtant, son regard se posa sur Élise. Et il parla. « Ton père croyait pouvoir tout changer. Il allait tout foutre en l'air. Pourquoi? Pour des bêtes? Pour des principes? Il voulait dénoncer tout le réseau. » Blaise grogna plus fort. James tenta de ramper vers son arme, glissée sur le sol. Élise, en un éclair, comprit ce qu'elle devait faire. Elle attrapa la fusée éclairante rouge du kit de survie à côté d'elle, tira la languette, comme Robert le lui avait appris. Un jet de lumière écarlate inonda la pièce. James recula instinctivement, aveuglé. « Blaise, garde !» ordonna-t-elle. C'était la première fois que sa voix perçait le silence en 2 ans, mais elle avait retrouvé son timbre et sa force. Blaise se repositionna entre elle et James, ses muscles tendus, prêts à frapper au moindre mouvement. James, toujours accroupi, cligna des yeux à cause de la lumière. « T'es plus maligne que je ne pensais, » dit-il d'un ton étrangement calme. « Mais vous êtes coincé. Personne ne sortira vivant d'ici. » La voix d'Élise, désormais claire, brisa cette certitude glaciale. « Tu as tué mes parents. » James ne répondit pas tout de suite. Puis il haussa les épaules, presque las. « Une décision difficile, mais nécessaire. Ton père allait balancer toute l'opération. Il avait les preuves. On n'avait pas le choix. » Les louveteaux s'étaient regroupés dans un coin. La louve s'était placée devant eux. Blaise, toujours entre James et Élise, grognait sans relâche. La fusée éclairante commençait à faiblir. James tenta un dernier coup de bluff. « Donne-moi le journal, et je vous laisse la vie sauve. » Élise ne bougea pas. Elle ne disait rien. Et alors, au loin, un son, un vrombissement. Celui d'un moteur, non, plusieurs. Mais cette fois, il venait de l'extérieur. Des motoneiges, puissantes, officielles. Puis, une voix forte, autoritaire. « Propriété des Montclair ?» Ici le garde forestier Leclerc, accompagné du shérif Belmont. « Identifiez-vous !» James se redressa, prêt à fuir. Mais Blaise fut plus rapide. Il se jeta une nouvelle fois sur lui, le percutant avec une violence maîtrisée. Le choc projeta James contre le mur de terre où il s'effondra, sonné. Élise grimpa précipitamment à l'échelle, le journal serré contre sa poitrine. Une lumière vive l'accueillit en haut, suivie de bras puissants qui la hissèrent hors de la trappe. « Élise Montclair, mon Dieu !» C'était Augustin Leclerc. Son visage fatigué n'en laissait pas moins transparaître une émotion sincère. « Toute la ville vous cherche depuis que le signal d'urgence a été capté. » Derrière lui, le shérif Belmont faisait signe à ses adjoints. Des hommes armés entrèrent dans la remise. « En bas !» souffla Élise. « Il est là. James Moreau. C'est lui. Il a tué mes parents. » Elle tendit le journal. Tout est dedans. Et derrière elle, blessée mais debout, Blaise sortit du cellier, d'un pas lent, mais avec la dignité intacte. À ses côtés, la louve, suivie timidement par ses petits.
Les hommes stoppèrent net. Le shérif leva instinctivement son arme. Mais Leclerc l'arrêta d'un geste. Non. Le cortège sauvage passa, indifférent aux humains, et disparut dans la neige tourbillonnante. Blaise, lui, vint se coller contre Élise. Épuisé, saignant, mais vivant. Et au loin, un bruit de moteur. Celui de la motoneige rouge de Robert Moncler. Quand il vit sa petite fille debout, entourée de secours et de neige ensanglantée, il tomba à genoux et la serra contre lui, incapable de dire un mot. Robert Moncler serra Élise contre lui, les bras tremblants, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. On a reçu le signal, mais la tempête, on ne pouvait pas. Il s'interrompit, submergé par l'émotion. Ses yeux, d'ordinaire durs comme la pierre, étaient embués de larmes. Derrière eux, les adjoints du shérif Belmont menottaient James Moreau, encore sonné mais vivant. Il gardait la tête basse, mais son regard croisa brièvement celui d'Élise. Et dans cet échange silencieux, il n'y avait ni remords, ni peur, seulement un étrange respect, froid, mécanique. « C'est lui », répéta Élise d'une voix calme. « Il a tué mes parents. Il voulait les preuves que mon père avait réunies. » Elle sortit de sa poche le journal de son père, tendu à bout de bras comme une offrande. Le shérif le saisit avec précaution. Il le feuilleta quelques instants, son expression se transformant à mesure qu'il lisait. « Bon sang !» murmura-t-il. Blaise, de son côté, peinait à rester debout. Il tenait bon, mais sa patte avant droite saignait abondamment. L'une des balles tirées pendant l'affrontement l'avait atteint au niveau de l'épaule. Docteur Sarah Courtemanche, la vétérinaire de Frost Hollow, accourut vers lui. Elle était venue avec les secours, malgré les routes impraticables. Elle posa doucement ses genoux dans la neige à côté de lui, ouvrit sa trousse et commença à examiner les plaies. « Il a perdu beaucoup de sang », dit-elle d'une voix neutre professionnelle. « Et il a une balle logée entre les omoplates. Il faut l'emmener à Anchorage, rapidement. »« C'est à 6 heures d'ici », répondit Robert, le regard rivé sur Blaise. Docteur Courtemanche hocha la tête. « Et il n'a probablement pas 6 heures devant lui. Il nous faut une extraction aérienne. » Le shérif, toujours en contact avec sa radio, demanda une évacuation d'urgence. Mais la réponse fut un couperet. Tempête trop instable pour l'instant. Délai estimé, 3 heures minimum. Un silence de plomb tomba sur le groupe. Élise se pencha vers Blaise. Sa main tremblante toucha la fourrure ensanglantée. Il leva les yeux vers elle et tenta de remuer la queue, un geste faible, presque imperceptible. Elle se tourna vers la vétérinaire. « Il va s'en sortir ?» Docteur Courtemanche prit une longue inspiration avant de répondre, ses mains toujours occupées à poser une perfusion de fortune. « Il est fort, il veut vivre, mais il faut qu'il tienne encore un peu. » Elle chercha le regard de Robert. « Il faut gagner du temps, ou il ne survivra pas. » À l'intérieur du chalet, que les adjoints commençaient à remettre en ordre pour en faire un poste d'intervention temporaire, Élise s'installa près du feu, toujours enroulée dans la couverture que lui avait passée un garde. Le téléphone satellite dans une main, le journal de son père dans l'autre. Elle appela sa grand-mère, toujours à la clinique de Frost Hollow. « Mamie ?» De l'autre côté du fil, une voix se brisa dans un sanglot. « Élise, oh mon Dieu, tu vas bien ?»« Je suis en vie. Blaise m'a protégée. » À ses pieds, le berger allemand reposait sur un lit improvisé. Ses yeux restaient ouverts, mais leur éclat avait diminué. Chaque respiration semblait lui coûter. Docteur Courtemanche revint à ses côtés avec un sac de perfusion suspendu à un crochet improvisé. « Il faut du sang, beaucoup, et bientôt. » À ce moment-là, le garde forestier Augustin Leclerc, qui avait repris contact avec la base de l'agence fédérale, s'approcha. Il tenait un combiné dans une main, l'air préoccupé mais déterminé. « Les renforts arrivent d'Anchorage. Équipe tactique complète. Les vétérinaires militaires spécialisés en K9. » Il regarda Élise avec douceur. « Shadow a tenu. Maintenant, c'est à nous. » La fillette hocha lentement la tête, posant ses doigts sur la tête de Blaise. « Il m'a sauvé, comme papa le lui avait appris. » Robert, debout près de la fenêtre, observait la tempête qui commençait à s'essouffler. Son regard resta fixé sur les montagnes, d'où montait lentement une lumière grise, celle d'une aube difficilement gagnée. Derrière lui, le shérif Belmont consultait à voix basse les premières pages du journal de Michael Moncler. Il y avait des noms, des dates, des photos, des schémas et des accusations très claires. « On parle de trafic d'espèces protégées », murmura-t-il, et d'utilisation de transports militaires pour faire passer les animaux. Leclerc ajouta, le ton grave, « Votre fils avait mis à jour un réseau international. C'est pour ça qu'ils l'ont réduite au silence. » Élise n'écoutait plus. Elle ne pensait plus qu'à une chose, garder Blaise en vie.
Elle sentait son souffle devenir plus court, plus haché. Elle s'agenouilla et pressa son front contre le museau du chien. « Tu dois tenir, tu as promis à papa, tu as retrouvé ta voix cette nuit. Moi aussi, on doit avancer ensemble. » Une larme tomba de sa joue sur la fourrure sombre. Le chien remua faiblement la tête. Un mouvement si minime que seul un lien profond pouvait le comprendre comme un oui. Dehors, enfin, le bruit attendu, le bourdonnement puissant d'un hélicoptère. Leclerc sortit précipitamment pour guider l'atterrissage. Des projecteurs déchirèrent la nuit encore blanchâtre. Une équipe en uniforme descendit. Une femme aux traits marqués, en tenue sombre, s'avança sans un mot. « Docteur Camille Duret, vétérinaire militaire, où est le chien ?» Docteur Courtemanche lui montra Blaise. Elle s'agenouilla aussitôt. Ses gestes furent rapides, méthodiques. Elle posa une sonde, un cathéter, vérifia les constantes sur un moniteur portatif. Il est en état critique, mais encore récupérable. Elle releva les yeux vers Élise. « Il vous connaît ?»« C'est ma famille, » répondit-elle simplement. Docteur Duret hocha la tête, puis pose sans détour, ajouta « Il a tenu jusqu'ici pour vous. À nous de prendre le relais. » Docteur Duret fit un signe à ses assistants. En quelques secondes, le salon du chalet fut transformé en bloc opératoire d'urgence. Les couvertures furent repoussées, les meubles déplacés, une lampe de terrain fut montée et connectée à une batterie. Une atmosphère tendue mais maîtrisée s'installa. « On le stabilise ici avant de le transporter. Trop risqué dans son état, » annonça Docteur Duret en plaçant un tube respiratoire. Élise, blottie dans un coin, observait chaque geste. Son cœur battait au rythme des bips du moniteur. Chaque son trop rapide, chaque silence trop long, la faisait frissonner. Blaise ne bougeait plus, sinon par les respirations mécaniques que permettait la machine. Un tube de sang entrait dans son bras, un autre en sortait. Des instruments étincelaient sous la lumière crue. Les deux vétérinaires travaillaient côte à côte, concentrés comme des chirurgiens de guerre. Robert s'était rapproché d'Élise, une main sur son épaule. Il est entre les meilleures mains. Mais même lui n'arrivait pas à y croire totalement. Le vieux ranger au visage buriné restait droit, mais son regard trahissait l'angoisse. Docteur Duret leva les yeux vers l'équipe de soutien. « On a une fenêtre météo, dès qu'il est stable, on part. Préparez la civière. » L'hélicoptère tournait toujours au-dessus du plateau. Un autre engin, plus petit, atterrit à quelques mètres du chalet. À son bord, un autre agent fédéral, accompagné de 2 membres de l'unité d'investigation spéciale sur le trafic animalier. L'un d'eux se dirigea immédiatement vers le shérif Belmont. Nous avons reçu les premiers extraits du journal de Michael Moncler. Il y a assez de preuves pour engager des poursuites multiples. Il se tourna ensuite vers Élise avec douceur. « Ce que vous avez trouvé va faire tomber un réseau mondial. Votre père a laissé un héritage. Et vous l'avez protégé. » Élise ne répondit pas. Elle se contenta de serrer plus fort le journal contre elle. À ses pieds, Blaise émit un gémissement faible. « Il réagit », dit Docteur Courtemanche avec soulagement. Docteur Duret confirma « Il remonte, on part ». Ils l'installèrent délicatement sur la civière adaptée aux chiens de combat. Son corps, si vaillant encore quelques heures plus tôt, était recouvert de bandages, de câbles, de capteurs, mais sa tête reposait calmement et ses yeux s'ouvrirent légèrement lorsqu'Élise se pencha vers lui. « Tu vas t'en sortir, je le sais ». Blaise cligna lentement des yeux, comme pour lui dire qu'il entendait. Puis ils partirent. L'équipe monta dans l'hélicoptère. Docteur Duret ne lâchait pas les constantes des yeux. Et Élise, depuis la porte du chalet, regarda l'engin s'élever, emportant une part d'elle-même avec lui. Le bruit des pales s'éloigna peu à peu, remplacé par le silence. Un silence épais. Un silence plein d'espoir, mais aussi d'incertitude. Elle s'effondra sur les marches du chalet, vidée. Robert s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Le shérif Belmont entra quelques minutes plus tard. Il tenait un mug fumant. « Tiens, dit-il, en tendant la tasse à Robert. Puis, à Élise, « Ils vont le sauver, ce chien est un héros. Et il a une raison de se battre. » Son ton était grave mais rassurant. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. « Élise, j'ai besoin de ton aide. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que James t'a dit, tout ça compte. » Elle hocha lentement la tête. « Il a dit que papa allait tout révéler, que c'était pour ça, l'accident. Il n'a jamais eu de remords. » Belmont serra les lèvres. « Ce témoignage va changer la donne. Tu es très courageuse. » Mais avant qu'elle puisse répondre, un cri de douleur, aigu, déchira l'air. Ce n'était pas humain. Le cri venait du fond du chalet, là où Blaise s'était effondré avant que les secours n'arrivent, là où le sang avait coulé, les louveteaux et leur mère. Élise bondit sur ses pieds. « Ils sont revenus ?» Leclerc confirma.
On a vu leurs traces près du bois. Ils nous observent. Robert fronça les sourcils. Ils savent qu'on ne leur veut pas de mal, mais ils ressentent de la peur, la tension. Ils sentent le sang. Élise s'approche de la porte. Les flocons tombaient plus doucement maintenant. Le vent avait cédé. À la lisière de la forêt, une silhouette grise. La louve, seule, calme, sa tête inclinée légèrement. Puis elle disparut dans les arbres. Élise ferma la porte lentement et murmura « Elle reviendra, je le sais ». Elle retourna près du feu et pour la première fois, depuis 2 longues années, elle dormit, d'un sommeil sans cauchemar, protégée, aimée et libre. Chaque heure était rythmée par l'attente d'un appel, d'un message, d'un signe. Élise passait ses journées à guetter la radio du shérif Belmont ou à rester assise sur les marches du chalet, les yeux perdus dans la forêt. Le 4e jour, enfin, la radio grésilla. Base de l'unité vétérinaire à Frost Hollow, ici docteur Camille Duret. Blaise est hors de danger, je répète, il est sauvé. Le message fut bref, clinique, professionnel. Mais pour Élise, ce fut comme si le monde s'ouvrait à nouveau. Elle se leva d'un bond, renversa sa chaise et courut dehors sous la neige fine, criant de joie. Robert la rattrapa, l'enlaça, les deux riant, pleurant, tremblant sous le froid et l'émotion. « Il a tenu » murmura-t-elle, « il a tenu ». Et dans ce souffle de bonheur brut, le silence de 2 ans s'éteignit définitivement. Une semaine plus tard, l'hélicoptère se posa de nouveau sur le plateau déneigé devant le chalet. Cette fois, il ne transportait ni urgence, ni tension. Il transportait un survivant. Blaise descendit de la rampe lentement, sa démarche encore hésitante. Des bandages entouraient sa patte avant et une petite cicatrice était visible sur son flanc. Mais ses yeux brillaient, vivants, lucides, présents. Élise ne courut pas vers lui. Elle l'attendit, et lorsqu'il fut à 2 mètres d'elle, ce fut lui qui franchit la distance, posant doucement sa tête contre son torse dans ce geste protecteur qu'il avait toujours eu. « Bienvenue chez toi » souffla-t-elle en l'enlaçant. Les membres de l'équipe vétérinaire applaudirent bien doucement. Docteur Duret s'approcha, un léger sourire sur le visage. Il a une résistance hors norme, et une volonté qu'on voit rarement. Elle tendit un dossier à Robert. C'est son certificat de retrait officiel. Il est maintenant civil, mais il mérite plus qu'une simple retraite. Elle échangea un regard avec Élise. Ce chien a une histoire à transmettre. Les jours suivants furent consacrés à la récupération. Blaise se reposait sur un tapis spécial près du feu, recevant chaque jour la visite de docteur Courtemanche pour le suivi des plaies. Mais au-delà de la guérison physique, un autre processus avait commencé, plus profond. Élise parlait, pas seulement de l'attaque, mais de tout, des souvenirs de ses parents, des promenades au parc, du rire de sa mère, de la voix de son père lui racontant des histoires sur les chiens militaires, les loups, la forêt. Et toujours, Blaise à ses côtés, la regardant avec cette intensité silencieuse qui disait « Je t'écoute ». Un matin, alors que Robert rentrait de la remise, il trouva Élise assise à table, le journal de Michael ouvert devant elle, un carnet à la main. « Je recopie les notes de papa, pour qu'on puisse les utiliser. »« Utiliser comment ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, le regard déterminé. Docteur Duret a dit qu'ils allaient créer un programme pour utiliser des chiens comme Blaise, pour protéger les animaux au lieu de traquer les criminels. Robert haussa les sourcils. « Tu veux y participer ?» Élise acquiesça. « Pas seulement moi, Blaise aussi. Il peut leur montrer comment faire, comment s'approcher sans effrayer, comment protéger. » Elle referma le journal. « On pourrait faire ça ensemble. » Robert s'approcha, posa sa grande main sur l'épaule de sa petite fille. « Tu tiens de ton père, tu sais. » Il voyait toujours plus loin. Ils restèrent là un instant, dans le calme du matin, à écouter le bois craquer dans la cheminée. Et au loin, depuis la forêt, un hurlement, long, grave, serein. La louve, de retour. Elle ne venait pas pour fuir, mais pour signaler sa présence, et Élise, sans même sortir, répondit à voix basse « Je suis là, moi aussi ». L'appel de l'agence fédérale arriva quelques jours plus tard. Une voix posée, ferme, respectueuse. « Élise Moncler, nous avons étudié toutes les preuves, et votre témoignage est essentiel. » Elle hocha la tête, même si la voix ne pouvait la voir. « Je suis prête. Nous viendrons au chalet. Vous n'aurez pas à revivre tout ça ailleurs. Nous voulons vous écouter et honorer ce que votre père a fait. » La ligne coupa. Elle se tourna vers Blaise, couché près du feu, sa médaille militaire suspendue autour du cou, brillant dans la lumière dorée de l'après-midi. « On va leur dire ce que tu as fait, ce que papa a fait.
Tout. Blaise battit doucement de la queue, comme pour dire « je sais ». Le salon avait été transformé pour accueillir la délégation fédérale. Le parquet ciré, les fauteuils replacés, les papiers classés. Élise portait une robe simple tricotée main par sa grand-mère. Elle semblait petite dans le fauteuil près de la cheminée, mais dans son regard brillait une résolution inébranlable. Autour d'elle, Robert et Martha étaient assis, droits, les mains croisées sur leurs genoux. Face à eux, l'agente fédérale chargée du dossier, une femme nommée Claire Delorme, prenait des notes méthodiquement. À ses côtés, un agent juridique, un expert en environnement et une vétérinaire militaire chargée de la coordination avec l'unité K9. Blaise, quant à lui, reposait sur son tapis, parfaitement immobile, comme s'il savait que ce qui se jouait ici allait bien au-delà de lui. « Élise » demanda Claire doucement, « tu te souviens de ce que James Moreau a dit cette nuit-là » Elle hocha la tête. « Il a dit que mon père allait tout révéler, que ça allait faire tomber leur réseau, alors ils l'ont éliminé. » Elle sortit la lettre manuscrite trouvée dans le coffre. Et mon père le savait. Il savait que quelqu'un viendrait un jour chercher ses preuves. Claire prit le document avec précaution, le lisant avec attention. Il parle de contacts, de partenaires au sein de l'armée, de routes utilisées pour transporter des animaux sauvages protégés à l'aide de véhicules militaires. L'expert environnemental acquiesça. Plusieurs cargaisons ont été identifiées depuis, grâce à ces notes. Certaines provenaient d'Afrique, d'autres d'Asie du Sud-Est. Des espèces vendues à des collectionneurs privés, des marchés noirs, des laboratoires. Martha tressaillit. « Mon fils n'a jamais voulu ça. Il croyait en la protection, pas en la prédation. » Claire leva les yeux du dossier. Et c'est exactement pour cela que le programme qu'il développait va reprendre. Elle sortit un plan, un schéma. Le centre de réhabilitation animale et K9 sera bâti en périphérie de la ville d'Antero Ridge. Il portera son nom. Initiative Michael Moncler. Robert ferma les yeux un instant, touché. Il le mérite. Claire se tourna vers Élise. Et nous aimerions que Blaise devienne le symbole vivant de ce projet, qu'il participe à la sensibilisation, qu'il montre ce que ces chiens sont capables d'accomplir, non pas dans la guerre, mais dans la protection. Élise regarda son compagnon. Il peut encore enseigner. Il m'a tout appris. Blaise leva la tête à cet instant, comme pour confirmer qu'il écoutait. Claire sourit. Alors, nous avons une dernière chose à faire. Elle sortit une boîte de bois verni qu'elle posa sur la table. En l'ouvrant, elle dévoila une médaille suspendue à un ruban bleu foncé, gravée en lettres d'or, médaille de courage canin, service civil extraordinaire. Blaise Moncler, pour bravoure, loyauté et engagement exceptionnel dans la protection civile. Elle s'agenouilla devant le chien et fit glisser la médaille autour de son cou, juste sous celle de son service militaire. Blaise, immobile, laissa faire. Puis doucement, il leva les yeux vers Élise et posa sa tête contre son genou. Personne ne parla pendant quelques instants, parce que parfois, le silence dit tout. Le printemps arriva sur les montagnes de Frost Hollow. La neige se retira lentement, dévoilant des bourgeons courageux et des sentiers oubliés. Le chalet retrouva une certaine normalité, bien que rien ne soit plus vraiment pareil. Élise avait repris les leçons avec Martha dans la salle de classe improvisée. Mais désormais, elle étudiait aussi le droit animalier, les programmes de conservation, les espèces protégées. Elle lisait les carnets de son père comme s'ils étaient des grimoires, des manuels d'un monde qu'elle voulait à son tour réparer. Un samedi matin, elle rejoignit Robert sur le perron. « J'ai réfléchi », dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je veux qu'on aille au centre, à Antero Ridge, pour voir les premiers chiens du programme. » Robert la regarda surpris. « Tu veux y aller maintenant ? » « Je veux y participer. Observer les autres chiens, peut-être même les entraîner avec Blaise. » Elle posa sa main sur la tête de son compagnon. « On pourrait leur montrer comment faire. Comment écouter, comment sentir le danger avant qu'il n'arrive. » Robert esquissa un sourire. « Ça ne sera pas facile. » Élise hocha la tête. Rien ne l'a été jusqu'ici. Et pourtant, on est encore là. Blaise remua la queue, puis se leva, lentement, et descendit les marches du chalet. Il regarda la forêt, la cabane, puis Élise. Et dans ce regard, il y avait une invitation. « Allons-y. » Quelques semaines plus tard, Élise et Blaise posaient le pied pour la première fois à Antero Ridge, à la lisière de la réserve nationale. Le centre n'était pas encore achevé, mais l'essentiel était déjà debout. Une aile d'entraînement pour les chiens, une infirmerie vétérinaire ultramoderne et une annexe de recherche sur la cohabitation entre faune sauvage et intervention humaine. Un panneau en bois fraîchement gravé accueillait les visiteurs. Centre de réhabilitation Moncler,
protéger les vivants, honorer ceux qui ne peuvent te parler. Blaise s'arrêta devant l'entrée, renifla longuement le sol, puis leva la tête vers Élise. Il semblait comprendre. Ce lieu n'était pas un sanctuaire ordinaire, c'était une continuation, une renaissance. « Tu veux entrer en premier ?» demanda Élise à mi-voix. Blaise avança sans hésitation. À l'intérieur, plusieurs chiens étaient en cours d'entraînement. Certains venaient d'un passif militaire, d'autres avaient été abandonnés, maltraités ou trop sauvages pour les foyers ordinaires. Un instructeur guida Élise jusqu'à l'observatoire principal où elle put assister à une session de travail. « C'est ici que tout commence », expliqua l'homme. Chaque chien apprend à détecter les signaux de stress chez les animaux sauvages, à suivre sans effrayer, à protéger sans blesser. Élise observait en silence, puis elle vit quelque chose qui la troubla. Un jeune chien, nerveux, refusait d'approcher une cage où un lynx en convalescence attendait sa remise en liberté. Il jappait, reculait, secouait la tête. L'entraîneur hésitait, ne sachant comment le calmer. Blaise, lui, s'approcha lentement. Il ne grogna pas, ne fit pas de bruit. Il s'assit, à 2 mètres du jeune chien, et attendit. L'autre animal le regarda, puis progressivement cessa d'aboyer. Son corps se détendit. Il s'approche à son tour, doucement. Élise sourit. « Il enseigne mieux que n'importe quel humain », souffla-t-elle. Le superviseur hocha la tête. C'est exactement ce dont ce centre avait besoin, pas seulement d'un héros, d'un mentor. Les jours suivants furent un enchaînement de rencontres et de découvertes. Élise fit la connaissance de Dr Pascal Leroy, le responsable de la section vétérinaire, qui lui montra comment analyser les empreintes de loup, comment déterminer le niveau de stress d'un renard blessé à partir de son rythme cardiaque, et comment intervenir sans perturber la dynamique d'une meute. Les chiens militaires sont conditionnés pour l'efficacité, expliquait-il. Mais avec un encadrement comme celui que tu proposes avec Blaise, ils peuvent réapprendre autre chose. La patience, l'écoute, l'observation. Élise prenait des notes avec application. Le soir, de retour au chalet, elle transcrivait tout dans un carnet qu'elle avait intitulé « Manuel de terrain, protocole Montclair ». Un soir, alors que Martha préparait du ragoût et que Robert réparait une latte du plancher, Élise se leva de table sans dire un mot et disparut dans sa chambre. Elle revint quelques minutes plus tard avec un cadre, une photo de ses parents, une autre d'elle, toute petite, dans les bras de son père, avec Blaise Chiot entre eux deux. Je voudrais que ces photos soient accrochées à l'entrée du centre. Robert la regarda puis hocha la tête. Je vais fabriquer un socle pour les encadrer, en bois d'épicéa, comme les bancs de l'école qu'on avait quand j'étais gamin. Martha posa une main sur l'épaule de sa petite fille. Ton père aurait été si fier. Élise murmura. J'espère qu'il le sait. Et dans le silence de la pièce, où seule crépitait la cheminée, Blaise leva les yeux vers elle, comme s'il approuvait. Comme s'il savait déjà que ce qu'ils avaient bâti ensemble allait continuer longtemps après eux. La cérémonie officielle eut lieu le mois suivant. Politiques, journalistes, vétérinaires, anciens militaires, biologistes, tous étaient là. Mais la vedette de la journée portait un harnais personnalisé, un regard profond et 2 médailles scintillant sur son poitrail. Élise, vêtue d'un manteau vert sombre, lut un discours préparé avec soin. Blaise m'a sauvé, pas seulement cette nuit-là quand il a combattu ceux qui voulaient me faire du mal, mais chaque jour depuis. Il m'a aidé à retrouver ma voie, à reconstruire un lien avec la nature et à comprendre que parfois, la plus grande force, c'est la douceur. Un silence, puis elle ajouta « Ce centre n'est pas un mémorial, c'est une promesse faite aux vivants, que nous protégerons les sans-voix, que nous honorerons ceux qui ont risqué leur vie pour sauver la nôtre. » La salle se leva pour applaudir. Et Blaise, dans une posture parfaite, s'assit, droit, regardant l'assemblée avec une dignité naturelle, un héros, un guide, un survivant. À la suite de la cérémonie, le centre Montclair ne tarda pas à accueillir ses premiers pensionnaires officiels. 3 chiens militaires récemment retraités, blessés au combat et considérés comme trop instables pour l'adoption classique. Mais Élise avait insisté, Blaise aussi. Il les avait approchés un par un, les avait reniflés longuement, s'était allongé près d'eux sans jamais les forcer. Au fil des jours, un miracle discret s'opéra. Les chiens reprenaient confiance. Ils mangeaient mieux, réagissaient aux ordres avec moins d'agitation. Et surtout, ils suivaient Blaise du regard, comme des recrues observant leur instructeur. Élise documentait tout, chaque progrès, chaque rechute, chaque moment de doute. Un soir, alors qu'elle relisait ses notes sous la lumière tamisée de sa chambre, Martha entra discrètement avec une tasse de tisane.
Tu ne dors plus beaucoup ces derniers temps. Il y a trop à faire, répondit Élise avec un sourire fatigué. Mais j'aime ça. Elle tourna une page, montra un dessin, celui d'une meute fictive. Des chiens et des loups ensemble, pas en conflit, en coopération. Tu crois que c'est possible ? Demanda-t-elle en relevant les yeux. Martha la fixa un moment. Si quelqu'un peut y parvenir, c'est toi. Quelques jours plus tard, Élise fut réveillée à l'aube par des aboiements étouffés. Blaise n'était plus à son poste au pied du lit. Elle se leva en vitesse, enfila son manteau et sortit sur le perron. La lumière rose du matin baignait la neige durcie. Et au bout de la clairière, la louve. Toujours la même, immobile, solitaire, mais pas hostile. À ses côtés, 3 silhouettes plus petites. Les louveteaux. Ils avaient grandi. Blaise se tenait à quelques mètres d'eux, dans une posture neutre, presque fraternelle. Élise s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. La louve la regarda droit dans les yeux, puis tourna la tête vers la forêt. Elle resta ainsi plusieurs secondes, comme si elle attendait. Puis elle s'éloigna sans bruit, ses petits à sa suite. Blaise les observa disparaître entre les arbres, puis revint vers Élise, sa démarche assurée. Il n'avait pas tenté de les retenir, il n'avait pas cherché à les dominer. Il avait simplement veillé à ce qu'ils comprennent que le territoire était partagé. Élise s'agenouilla et l'enlaça sans un mot. Dans ce silence de l'aube, tout avait été dit. Quelques semaines plus tard, un colis officiel arriva au centre Montclair. Il était scellé du sceau de la Garde nationale environnementale. À l'intérieur, un dossier, plusieurs formulaires et une médaille. Robert la lut à haute voix devant Blaise et Élise. Médaille d'honneur pour actes exceptionnels de conservation en territoire à haut risque, décernée à Blaise Montclair pour avoir assuré la protection de populations vulnérables, humaines et animales, au péril de sa propre vie. Il releva les yeux. « Tu vas devoir agrandir ton collier, mon vieux ?» Blaise battit lentement la queue, paisiblement allongée sur le tapis devant la cheminée. Élise accrocha la nouvelle médaille avec soin. Elle scintillait à côté des autres, comme une pièce de plus à une armure invisible. « Tu es plus qu'un héros, » murmura-t-elle. « Tu es un gardien. » L'été arriva à Frost Hollow, le chalet reprit des airs d'atelier permanents. Des enfants de la région venaient visiter le centre, écouter Élise leur raconter l'histoire de Blaise. Parfois, elle lisait des extraits du journal de son père. Parfois, elle les emmenait dans la forêt, à la recherche de traces, de poils accrochés aux écorces ou de cris nocturnes. Et toujours, Blaise marchait à ses côtés. Un jour, alors qu'un petit garçon leva la main pour poser une question, Élise s'interrompit. « Tu crois qu'il se souvient de tout ?» demanda l'enfant, « même du méchant ?» Élise prit le temps de répondre. « Peut-être, mais ce que Blaise a choisi de garder en lui, ce ne sont pas les cris, ni les coups, ni la douleur. Ce sont les moments où il a protégé, où il a aimé. » Elle regarda le chien, assis comme une statue vivante. Ce sont ces souvenirs qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. L'enfant hocha la tête, pensif. Et ce jour-là, Élise comprit qu'elle avait, à son tour, transmis quelque chose. Pas seulement une histoire, mais une manière d'être. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait lentement sur les montagnes, Élise s'allongea dans l'herbe près du perron. Blaise vint s'installer contre elle, sa tête sur ses genoux. Elle leva les yeux vers les étoiles qui perçaient peu à peu le ciel. « Tu sais ce que j'aimerais, Blaise ?» Il remua une oreille. « J'aimerais que le monde devienne un peu plus comme nous, qu'il écoute avant de mordre, qu'il protège avant de juger, qu'il comprenne que la force n'est pas dans les crocs, mais dans ce qu'on choisit d'en faire. » Blaise ferma les yeux, et dans cette nuit calme, sans menace, sans peur, avec la forêt paisible autour d'eux, Élise se sentit enfin entière. L'automne tomba sur les montagnes d'Antero Ridge comme un voile d'or. Les feuilles se teintèrent de cuivre et de pourpre. Les matins devinrent brumeux et l'air plus tranchant. Mais au chalet, niché dans la clairière, une chaleur demeurait. Une chaleur humaine, patiente, tissée par les mois de reconstruction, les soirs passés près du feu, les silences partagés entre un chien et une enfant devenue voix. Blaise avait vieilli. Ses pas étaient plus lents, son souffle parfois plus court. Mais son regard, lui, n'avait rien perdu de sa lumière. Dans ses yeux brûlait encore l'instinct du gardien, l'ombre du soldat, l'âme du protecteur. Un matin, alors qu'Élise se préparait à repartir pour le centre, elle le trouva déjà debout devant la porte comme s'il l'attendait. Il ne portait plus de médailles. Elle les avait accrochées au mur, juste au-dessus de son tapis, comme on érige un autel. « Tu veux venir ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha lentement la tête, un geste à peine perceptible mais suffisant. Ils descendirent ensemble le chemin de gravier,
l'un avançant prudemment, l'autre adaptant son rythme sans un mot. Ce jour-là, Élise prit la parole devant un groupe de nouveaux arrivants au centre. Des vétérans, des jeunes recrues, des biologistes venus de loin. Elle raconta l'histoire. Pas seulement celle de la nuit du blizzard, mais celle d'une enfance brisée, d'un silence trop long et d'un chien qui avait refusé d'abandonner. Blaise ne m'a pas seulement protégé, il m'a rendu au monde. Il m'a rappelé que la loyauté ne meurt jamais, même quand ceux qu'on aime s'en vont. À la fin de son discours, Blaise se leva lentement et s'approcha de la tribune. Il posa sa tête contre la jambe d'Élise. Et tout le public se leva, en silence, en hommage à l'animal qui avait changé tant de vies sans jamais prononcer un mot. Un soir d'octobre, alors que la forêt s'endormait sous une pluie fine, Blaise eut plus de mal que d'habitude à monter les marches du chalet. Élise l'aida patiemment, comme il l'avait aidé autrefois à marcher vers la lumière. Elle l'installa sur son tapis près du feu et s'allongea à ses côtés. « Tu sais, » murmura-t-elle, « tu as fait tout ce que papa t'a demandé, et bien plus encore. Tu peux te reposer si tu veux. Je suis là maintenant, je continuerai. » Blaise ouvrit les yeux, juste une fois. Il la regarda longuement, puis dit dans un souffle apaisé, il posa sa tête contre son cœur. Et c'est ainsi qu'il s'endormit pour la dernière fois, dans le calme, la tendresse et la paix. La nouvelle de sa mort se répandit comme un murmure dans toute la région. Les messages affluèrent du pays entier. Anciens maîtres chiens, vétérinaires, enfants devenus grands, tous ceux que Blaise avait touchés de près ou de loin. La cérémonie fut intime. Un simple cercle de pierre au bord de la forêt, une plaque gravée, Blaise Montclair, gardien de la vie, protecteur des innocents, de mémoire des disparus. Mais ce fut Élise qui prononça les mots les plus simples et les plus puissants. Tu étais ma voix quand je n'en avais plus, mon courage quand j'avais peur, mon foyer quand tout s'écroulait. Tu es et resteras la meilleure partie de mon histoire. Les années passèrent. Élise devint elle-même éducatrice, puis spécialiste du comportement animal. Elle dirigea le centre Montclair avec passion, mais jamais elle n'oublia, chaque nouveau chien arrivait à Antero Ridge en découvrant la légende de Blaise. Une médaille accrochée, un collier rangé et une photo d'un chien droit, fort, au regard plein d'intelligence, mais surtout un héritage. Le lien entre l'homme et l'animal, entre la mémoire et l'action, entre le passé et la guérison. Dans les dernières pages de son carnet de souvenirs, Élise écrivit un jour « Les tempêtes nous brisent rarement d'un seul coup. C'est le silence après qui fait le plus mal. Mais parfois, dans ce silence, un être surgit. Il ne parle pas. Il veille, il comprend. Et peu à peu, il recolle ce que la vie avait déchiré. Blaise a été ce silence réparé. Il m'a offert la parole. Et je continuerai à parler pour ceux qui n'en ont pas. Alors, si toi aussi tu as aimé cette histoire, laisse un like et partage tes impressions en commentaire, ainsi que la ville d'où tu nous regardes. Maintenant, à toi de raconter. À toi d'être la voix. Et qui sait, peut-être as-tu déjà croisé ton propre Blaise, celui qui, un jour, sans un mot, t'a ramené à toi-même.